Merci, Monsieur le Président. Et avant de commencer cette intervention, je vais adresser également mes remerciements au professeur Blanco pour m'avoir confié cette intervention. Alors effectivement, assez délicate parce que les éléments prospectifs ils sont nombreux, parce qu'il il a été difficile, et on y reviendra, de la traiter de manière pleinement instruite, en ne se référant qu'au pur droit. Je dois avouer que je me suis renseigné auprès des praticiens de la justice administrative, et puis parce que cette intervention, elle intervient également en fin de colloque, à un moment où beaucoup de choses ont déjà été dites. Néanmoins, je suis évidemment fort heureux de l'assurer et bien désolé de ne pas être avec vous physiquement, mais du moins cette intervention pourra donc avoir. Alors, commençons peut-être déjà par définir le cadre de celle-ci et la notion de dialogue, de discussion. Et pour en écarter, évidemment, immédiatement, le dialogue écrit. Ça n'est de toute évidence pas l'objet du présent colloque, et même dans une institution qui a parfois appelé certains examens des oraux par écrit, le dialogue écrit était concevable. Et d'ailleurs, parfois, quand j'ai interrogé des magistrats administratifs, ils ont commencé par me dire « Mais votre intervention portera-t-elle uniquement sur le dialogue oral ou évoquera-t-elle également le dialogue écrit ?» Donc, comme quoi, peut-être cette interrogation ne relevait pas de la pure fantaisie. Donc, je me cantonnerai au dialogue oral. De toute façon, toute autre définition aboutirait très largement à étudier le procès administratif quasiment dans son ensemble, puisqu'il s'agit évidemment d'un dialogue entre les parties et le juge, entre les parties, entre elles devant le juge. Donc, première restriction. Toujours à propos de cette notion de dialogue, la suite des éléments le montrera. Ce dialogue peut peut-être parfois s'apparenter à une série de monologues, mais c'est aussi la nature même du dialogue. Une série de propos individuels, libres ensuite à chacun de répondre ou de ne pas répondre. Ensuite, autre élément de cadrage, le sujet porte donc sur le dialogue des parties et du juge, mais après y avoir mûrement réfléchi, il m'est apparu qu'il fallait y inclure également le dialogue entre les parties devant le juge. Tout simplement, alors je ne dis pas que concrètement il ne peut pas y avoir des différences entre les deux, mais pour plusieurs raisons, ces différentes formes de dialogue, donc dialogue des parties entre elles devant le juge, dialogue direct des parties avec le juge, tout cela est lié en réalité. Est lié en raison du caractère inquisitoire de la procédure. En réalité, et très largement, les parties dialoguent finalement peu entre elles directement. C'est toujours le juge qui organise le dialogue, et on le verra qui a la possibilité de s'y immiscer. Et en raison également du caractère contradictoire de la procédure. Il ne peut pas y avoir de dialogue exclusif entre une partie et le juge. L'autre partie doit nécessairement être associée à ce dialogue. Troisième élément de délimitation, le juge. De qui va-t-on parler ici? Alors évidemment de la formation de jugement, mais également, et on peut s'en expliquer, du rapporteur public. Pourquoi du rapporteur public? Parce que déjà, même s'il n'est pas membre de la formation de jugement, c'est néanmoins un membre de la juridiction administrative. Et ensuite, parce que cela a été dit déjà, la réponse, les observations des parties aux conclusions du rapporteur public lors de l'audience
sont au moins autant destinés à la formation de jugement qu'au rapporteur public lui-même. Donc, voilà pour le juge. Les parties. Enfin, il faut l'entendre au sens large. J'inclus évidemment les avocats, puisque lorsque l'avocat parle, c'est au nom de son client. Même si, parfois, et on y reviendra, il est possible de regretter que l'on assimile trop facilement l'avocat à son client et que le client lui-même pourrait avoir à s'exprimer. Je préciserai simplement, à titre terminal, à propos de ces délimitations, parce que vous pourriez penser que finalement, ainsi délimité, le sujet inclut quand même très largement l'oralité dans le procès administratif, il ne l'inclut pas en totalité. Tout de même, on exclura ici de l'exposé l'intervention orale de personnes qui sont tiers à l'instance. C'est rare, mais c'est possible. Ne l'oublions pas, le juge peut entendre des représentants de l'administration qui n'est pas forcément l'administration défenderesse ou requérante, et à titre exceptionnel, il peut également entendre des tiers, sur demande, souvent d'ailleurs d'une partie, mais une demande qui n'est pas nécessairement orale. Alors ce dialogue, il se heurte évidemment au caractère écrit de la procédure. Je ne reviendrai évidemment pas. Caractère écrit qui s'exprime à tous les stades de la procédure, depuis le dépôt d'une requête écrite à une instruction qui consiste essentiellement en un échange de mémoire écrit, à une audience qui est certes publique, donc un espace privilégié d'oralité, mais qui en réalité l'est fort peu. C'est une scène dont le scénario est largement traité à l'avance. En tout cas, ce n'est pas un lieu de dialogue extrêmement poussé. C'est de ça aussi qu'on pourra discuter. Et enfin, du délibéré lui-même, qui est certes un dialogue, mais pas avec les parties, puisque le secret du délibéré évidemment, limite le dialogue à celui entre les membres de la formation de jugement. Donc, une procédure écrite sur un principe, disons, caractère écrit de la procédure, dont d'ailleurs le fondement n'a pas toujours été expliqué avec une grande précision, même si on cerne évidemment, ce n'est pas mon propos d'y revenir, tous les avantages d'une procédure écrite qui évite les rebondissements, les coups de théâtre, le désordre, mais qui aboutit aussi à figer le débat. Quand il y a trop peu de surprises, les choses en deviennent parfois ennuyeuses, et par ailleurs, cet écrit peut aussi pénaliser des parties agissant sans avocat et qui entretiennent avec l'écrit un rapport délicat, même si on ne doute pas que le juge interprète libéralement les écrits des parties, cette absence de maîtrise parfaite de l'écrit peut être aussi un handicap à la reddition d'une bonne justice. Et donc, le dialogue s'est tout de même progressivement immiscé dans le procès administratif. Alors, dans certains contentieux, dont je ne parlerai pas, vous me direz que peut-être je me complique la tâche, mais je n'évoquerai pas ici les référés. Je n'évoquerai pas certaines procédures spéciales, qu'elles se déroulent d'ailleurs devant les juridictions administratives générales ou devant des juridictions administratives spécialisées, car ces procédures relèvent de logique et emploient des mécanismes distincts qui sont propres souvent aux données spécifiques de cette justice. Je ne prends qu'un cas, les référés, plus largement les procédures d'urgence, c'est évidemment à raison de l'urgence que l'oralité est plus poussée et que le dialogue se fait davantage
par oral, notamment à l'audience, que par échange de mémoire écrite. Néanmoins, je les évoque quand même brièvement dans l'introduction, car elles peuvent créer une certaine forme de culture de l'oralité. Une certaine forme de culture de l'oralité, un juge qui est habitué à dialoguer avec les parties ou à laisser dialoguer les parties devant lui par oral, dans le cadre de telles procédures, peut être tenté de le faire aussi lors du contentieux général. Des instruments existent pour ce faire, nous allons le voir, il n'existe pas d'interdiction de principe. D'ailleurs, le juge ne l'a lui-même jamais affirmé. Il nous indique que la procédure est essentiellement, principalement écrite, ce qui veut dire qu'il y a évidemment une place pour l'oralité, et au sein de cette oralité pour un dialogue entre les parties et le juge. Le Code de justice administrative lui-même ne consacre pas du tout, alors, ni le caractère écrit, ni la prohibition du dialogue. Au contraire, d'ailleurs, l'article L6 du Code de justice administrative mentionne bien une audience publique avec un débat, il faut être en termes de débat. Donc il y a juridiquement place pour un véritable dialogue. Existe-t-il? Eh bien, nous verrons dans un premier temps que les instruments juridiques du dialogue existent. Dans un deuxième temps, que ce dialogue reste tout de même assez étroitement cantonné, ce qui conduira à relativiser, on essaiera de voir s'il faut s'en réjouir ou pas, le fait qu'il constituera un nouveau visage du procès administratif. Alors, tout d'abord, donc, premier temps, première partie de cette intervention, l'existence des instruments juridiques du dialogue. On pense évidemment au théâtre de l'audience publique que j'évoquais, mais en réalité, le dialogue est possible dès l'instruction. Et viendra, mais dans la deuxième partie, c'est presque là qu'il aurait la plus grande part, ou en tout cas la part la plus utile. Alors, lors de la phase d'instruction, on peut commencer par s'étonner d'un dialogue lors de la phase d'instruction, sachant que cette instruction consiste essentiellement, disais-je, en échange de mémoire écrit. Certes, mais il existe aussi des mesures d'instruction. Et certaines de ces procédures mentionnent ou impliquent plus ou moins expressément la possibilité d'un dialogue oral. Je pense à l'expertise. Plusieurs des dispositions relatives à l'expertise nous indiquent que les parties sont prévenues du moment de celle-ci et qu'elles peuvent y formuler des observations qui seront consignées dans le rapport d'expertise. Si elles sont consignées, c'est donc qu'elles ont pu éventuellement être formulées par oral. Les dispositions relatives à l'expertise nous indiquent également que le président peut convoquer des séances en vue de veiller au bon déroulement de l'expertise. Là encore, les parties, ils sont convoqués comme l'expert et peuvent présenter des observations qui figureront dans le relevé de séance. Ou encore, je n'insisterai pas davantage, que les experts, peuvent être convoqués devant la formation de jugement pour fournir des observations complémentaires, notamment pour répondre à des observations écrites, cette fois-ci, des parties sur le rapport d'expertise, les parties étant néanmoins présentes. Et donc, même si le code ici n'en dit rien, on peut supposer que les parties pourront réagir verbalement aux observations de l'expert, quand bien même ces observations de l'expert seraient elles-mêmes des réponses à de précédentes observations des parties. Donc, l'expertise. Le transport sur les lieux. Là encore, il nous est indiqué que les parties peuvent être présentes, elles sont informées de ce transport, elles peuvent être présentes et fournir à cette occasion des observations orales.
l'enquête encore, et peut-être surtout, car ici, je ferai preuve d'une originalité limitée, le rôle de l'enquête comme instrument de dialogue entre les parties et le juge a été relevé de longue date. Le juge peut effectivement entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, les parties pouvant être présentes et échanger à ce moment avec les témoins. Et il convient d'ailleurs de signaler que cette procédure, qui était longtemps tombée en désuétude et n'existait d'ailleurs pas jusqu'au début du XXIe siècle devant le Conseil d'État, connaît depuis une vingtaine d'années un certain retour en force. On peut penser notamment à une affaire où le juge a ordonné une enquête pour mettre fin à des contradictions entre les mémoires qui apparaissaient insolubles, qui auraient été insolubles autrement que par un échange, une enquête et par un échange direct entre les parties et le juge. Et puis, enfin, l'amicus curiae, et peut-être plus largement toute personne que le juge entend oralement, l'est en présence des parties, qui peuvent, du coup, répondre et échanger. Donc voilà pour des instruments généraux. Devant le Conseil d'État, nous avons même, et alors là, on sort de la prospective, mais pour rentrer, enfin, on se rapproche de la prospective, pardon, mais pour rentrer néanmoins dans un état du droit positif, quoique récent, le décret du 18 novembre 2020, beaucoup plus direct, évoque, institue devant le Conseil d'État et à titre expérimental des séances orales d'instruction au cours desquelles les parties peuvent être entendues sur toute question de droit et de fait, et des audiences d'instruction qui, par rapport aux précédentes, sont carrément publiques. Donc, voilà pour ce que les textes prévoient en matière d'instruction. Hors des textes, eh bien, le juge peut tout simplement contacter une partie, généralement par l'intermédiaire du greffe, pour lui expliquer une mesure d'instruction ou lui préciser ce qu'on attend de lui. Et les parties peuvent également contacter le juge, alors généralement, là encore, par l'intermédiaire du greffe, soit pour lui demander le degré d'avancement de leur affaire, soit pour se faire expliquer ce qu'il aurait demandé. Bon, ça, les textes ne le prévoient pas, mais c'est toujours possible, et la pratique, apparemment, est en ce sens. Donc voilà pour l'instruction. L'audience, je passerai plus rapidement, parce que c'est sans doute plus connu, plus traité, c'est à quoi on pense d'ailleurs en premier lorsqu'on pense au sujet, ce sont les observations orales des parties lors de l'audience publique. Et là, un cadre assez précis est prévu par les textes. Et donc, c'est le seul avantage, l'un des avantages de parler pratiquement en dernier, c'est qu'on peut s'en remettre à ce qui a été déjà dit précédemment. On sait qu'aujourd'hui, les parties présentent des observations orales suite aux conclusions du rapporteur public, quand il y en a évidemment, sinon elles présentent des observations orales immédiatement après la présentation de son rapport par le rapporteur. Elles le font par l'intermédiaire de leurs avocats s'il y en a, mais on ne saurait en tout état de cause priver les parties du droit de présenter des observations orales qui leur permettent donc notamment de répondre aux conclusions. Et à cet égard, je ne reviendrai pas là-dessus, mais évidemment l'inversion de l'ordre de l'audience a joué un rôle assez fondamental en la matière. Auparavant, il obligeait, cela a été dit, à des observations en deux temps, mais elles peuvent également relever des erreurs figurant dans les mémoires, invoquer également des circonstances de droit ou de fait dont elles n'étaient pas en mesure de faire état auparavant. Elles peuvent attirer l'attention du juge sur des points spécifiques ou relever, pour les déplorer, l'absence de certaines mesures d'instruction. Donc un rôle tout de même assez large, en principe respectueux de l'ordre selon lequel
la défense s'exprime en dernier, même si le juge applique cette règle, applique cette solution avec une particulière souplesse, puisqu'il considère justement qu'elle n'est pas posée par une règle générale de procédure et que la seule chose déterminante est que le défendeur ne soit pas privé de son droit de répondre aux observations du demandeur. Cette procédure, le décret de 2020 la transpose assez largement devant le Conseil d'État, qui était jusqu'à présent laissé à l'écart de l'inversion de l'ordre de l'audience, avec néanmoins quand même cette différence qui est que devant le Conseil d'État, les avocats seuls peuvent s'exprimer. En tout cas, les observations orales sont normalement le privilège des avocats. Visiblement, le Conseil d'État souhaite ne laisser s'exprimer que des personnes initiées au formalisme en vigueur devant lui. Donc voilà ce que prévoit le Code, mais là encore, il faut le dire, et c'est pour cela que j'ai fait ces rappels, le juge peut, à cette occasion, à l'occasion de l'audience, prendre l'initiative d'interroger les parties. Devant les juridictions inférieures, c'est, on ne va pas dire courant, mais ça n'est pas rarissime. Devant le Conseil d'État, cela peut plus rarement arriver. On interroge les avocats, mais en tout cas, on interroge même les représentants des parties. Alors, pour ce faire, va-t-on indiquer, et ça peut se comprendre, une idée du contexte, qui peut ne pas ressortir nettement des pièces écrites, ou pour pousser, parfois, ça m'a un peu surpris, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie, pousser parfois une partie dans ses retranchements, si le juge a cerné les informations apparaissant contradictoires. Il peut être tenté de tirer au clair, lors de l'audience, les éléments d'incertitude. Avec, évidemment, tout de même un problème, qui est celui de l'information préalable des parties. Si elles ne s'attendent pas à être interrogées par le juge, on sait qu'elles peuvent être prises au dépourvu, et cela peut n'être pas d'une parfaite loyauté. Ce qui conduit nécessairement à la deuxième partie, la portée limitée du dialogue. Limitée juridiquement, limitée aussi en pratique. Alors, limitée juridiquement, ça c'est connu. Il n'existe pas de plaidoirie devant les juridictions administratives. Les auteurs ont souligné que la différence lexicale, qui remonte quand même à l'ordonnance de 1831, n'est pas innocente. Les observations sont brèves et elles prennent nécessairement appui sur des mémoires écrits. Quelques mots sur ces deux points. Alors d'abord, elles prennent nécessairement appui sur l'écrit. Mémoires écrits. Effectivement, la jurisprudence est en ce sens. Seules les personnes ayant déposé un mémoire écrit peuvent présenter des observations orales. Cela signifie également que le juge ne pourrait même pas prendre en compte une requête qui reposerait uniquement sur des moyens développés oralement. Il n'existe pas non plus de principe jurisprudentiel qui imposerait au juge d'analyser les observations orales présentées devant lui lors de l'audience. Ces observations ne doivent pas normalement soulever de moyens nouveaux. Plus exactement, mais on y reviendra, le juge n'est pas tenu de répondre à un moyen soulevé par oral à l'audience, si ce n'est, toujours cette réserve, sauf à ce qu'il soit repris par écrit. Toujours cette exigence de l'écrit. Un mémoire, éventuellement peut-être une note en délibéré, il a été évoqué tout à l'heure le fait que les avocats prenaient souvent l'initiative de compléter les observations orales par le dépôt d'une note en délibéré, ça n'est pas innocent. Finalement, tout ce qui se dira à l'audience, tout ce qui pourra résulter des échanges entre les parties ou entre les parties et le juge devra être consigné dans un écrit pour être pris en compte.
Donc, un accessoire de l'écrit. Et qui plus est, un accessoire bref. Sur la brièveté, on sait que le code le mentionnait, alors, du temps où les observations se faisaient en deux temps, à l'époque où les observations se faisaient en deux temps, c'était les réponses aux conclusions du rapporteur public, qui devaient être brèves. Aujourd'hui, le qualificatif de bref, de brièveté, a disparu du code. Que faut-il en déduire? Sûrement pas que les parties peuvent parler aussi longtemps qu'elles le souhaitent, même en prenant appui sur leurs écritures, tout simplement parce que l'interruption d'une partie par le juge relève des pouvoirs généraux de police de l'audience de celui-ci. Ça a été évoqué tout à l'heure. Le juge peut tout à fait interrompre une partie ou un avocat trop prolixe, ou de même, alors il y a eu pendant longtemps une mention spéciale qui prévoyait que le juge pouvait retirer la parole aux parties ne faisant pas preuve de la clarté et de la modération requises. Bon, ça n'est plus prévu depuis le décret du 23 décembre 2011. On n'a aucun doute, là encore, que ça fasse partie des pouvoirs généraux de police de l'audience. Donc, ce dialogue, à l'audience, il est étroitement cantonné, juridiquement. Pour des raisons, d'ailleurs, sur lesquelles on pourra s'interroger. Le fondement est fragile. Alors, on nous invoque fréquemment la clôture de l'instruction avant l'audience. Oui, mais ça n'est pas systématique. Il y a des contentieux où l'instruction se prolonge jusqu'à l'audience. Et pour autant, ces contentieux ne se caractérisent pas par une possibilité de dialogue plus poussé. Et par ailleurs, pour le dire peut-être un peu brutalement, une audience, ça se rouvre. Et ça doit même se rouvrir, à la limite, si lors de l'audience publique, une partie invoque un moyen de fait, de droit, nouveau, qu'elle n'était pas en mesure de produire, dont elle n'était pas en mesure de se prévaloir antérieurement. On sait que l'instruction, par cas, doit être rouverte. Donc voilà qu'il y a peut-être tout de même une brèche dans le cantonnement juridique du dialogue. Je terminerai le premier élément de ma deuxième sous-partie en évoquant plus brièvement et dans un ordre chronologique inversé le cas de l'instruction, parce qu'en réalité le cantonnement juridique de l'oralité et du dialogue entre les parties et le juge lors de l'instruction est tout aussi poussé que lors de l'audience. Lorsque le juge veut obtenir une pièce de la part d'une partie et qu'il n'en fait pas la demande par écrit, la pièce ne sera pas versée au dossier, tout simplement. Donc cela, juridiquement, conduit quand même le dialogue à une certaine marginalité. Et un cantonnement également en pratique. C'est par là que je terminerai dans un exercice qui a peut-être moins à voir justement avec la stricte lecture juridique qu'avec l'analyse psychologique, mais je crois que c'est très important, puisque très largement, ce dialogue relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Alors certes, les textes prévoient parfois qu'il doit être organisé, notamment à l'audience, mais le juge en trace largement les limites. Et quand on est hors des textes, là, on est carrément en présence d'un pouvoir absolument discrétionnaire du juge. Il interroge ou n'interroge pas. Une fois que les parties ont déposé des observations, il leur rend la parole ou ne la leur rend pas, c'est à lui d'aviser. Et donc, la pratique, en réalité, du dialogue, elle renvoie à une simple question de mentalité et de formation. Et peut-être le juge n'a-t-il pas encore, la culture de l'oralité. Alors pour diverses raisons, on peut essayer d'expliquer, par lesquelles finalement on terminera ce propos. Alors d'abord, je l'avais évoqué brièvement, la crainte de la déloyauté. La crainte, notamment lors de l'audience, de prendre les parties par surprise. Bon, scrupule qui honore le juge, mais qui pose la question.
peut-être pourrait-on envisager, dans ce cas-là, une information préalable des parties par la juridiction. La formation de jugement est susceptible de vous interroger sur tel et tel point qui lui semble encore obscur, au risque évidemment d'y perdre aussi en spontanéité. Tout avantage suppose son inconvénient. Dans le même ordre d'idées, la volonté lors de l'audience que l'audition des parties ne tourne pas à l'interrogatoire, ce qui deviendrait sinon une véritable enquête à la barre, laquelle n'est effectivement pas prévue par les textes. Et puis, je crois, parce que c'est un terme qui est revenu souvent dans la bouche de mes interlocuteurs, une peur, alors, tout à fait honorable, mais extrêmement prégnante, de la partialité. Alors, certes, les risques de partialité ne se limitent pas à l'oralité, mais un défaut d'impartialité est sans doute plus facile à commettre dans le cadre d'un échange oral que dans le cadre d'un échange écrit. On ne maîtrise pas toujours, on ne filtre pas toujours sa parole, et le juge a souvent peur, en échangeant avec les parties, de leur délivrer accidentellement une information qu'il ne devrait pas leur délivrer, ou de délivrer à l'une d'entre elles une information qu'il ne devrait pas lui délivrer, au risque de rompre son obligation déontologique d'impartialité. Et c'est sans doute ce qui explique peut-être la différence entre le dialogue des parties devant le juge. Bon, ce dialogue, il doit être organisé, mais le juge peut ne pas intervenir, il peut laisser faire et ne pas intervenir. Et le dialogue entre lui-même et les parties, où le juge manifeste là une véritable réticence et où il cherche à pondérer véritablement ses mots. C'est parfois regrettable, car il m'a été dit aussi, et je peux bien le croire, que plus d'oralité permettrait de résoudre des problèmes qui, sinon, supposent des mesures écrites, parfois fort lourdes. On va 2-3 exemples. Un requérant s'est trouvé accidentellement pourvu de 2 avocats. L'un lui avait été désigné d'office et l'ignorant, il en a pris un autre. Se trouvent ainsi 2 requêtes d'objets identiques présentées par 2 mandataires différents. Un simple échange permettrait de convaincre peut-être un avocat de se désister, plutôt que d'avoir à émettre une demande écrite de confirmation de la requête, comme le permet désormais le Code de justice administrative, mais ça suppose une mesure en bonne et due forme. De même, un dialogue peut conduire à permettre, à demander, parce que le juge demande au défendeur de produire une pièce dont ce défendeur peut d'ailleurs penser parfois légitimement qu'un autre défendeur l'a déjà produite, afin d'éviter de rejeter la requête sur un fondement qui serait en réalité inexact, et ainsi en évitant une mise en demeure en bonne et due forme de produire la pièce, sous peine d'acquiescement aux allégations du demandeur en cas de non-production de la pièce. Oui, mais, dira le juge, si je fais ça, justement, je risque de priver le requérant d'un de ses avantages procéduraux. Je fausse le procès. Ou bien encore, la mise en garde d'une partie, qu'elle dépasse les bornes, c'est exactement le terme qu'on m'a donné, par des insinuations tout à fait erronées, en la prévenant en amont, voilà, qui évite d'avoir à ordonner ensuite, lors du jugement, une injonction de supprimer des passages injurieux ou diffamatoires des mémoires, expliquant verbalement à la partie la réalité des choses, ou bien encore en demandant à des parties, en donnant à des parties des renseignements d'ordre strictement objectif et informatif que tout avocat leur donnerait de la même façon. Le juge objectera néanmoins que telle n'est pas sa fonction, et qu'en le faisant, par exemple en exposant la jurisprudence du tribunal sur telle ou telle question, même en le faisant d'une façon strictement objective et informative, il fausse déjà son obligation d'impartialité. D'où une tendance, c'est vrai, du juge, m'a-t-on
clairement indiqué, à se réfugier au stade de l'instruction derrière le greffe pour tous les échanges entre les parties. Cela peut être regrettable. J'évoquais tout à l'heure, du coup, la nécessité de prendre des mesures formalisées, nécessairement plus longues et plus délicates à mettre en œuvre, mais également un problème de maîtrise du temps de l'instruction. Je le disais, ces mesures formalisées sont plus longues à mettre en œuvre à une époque où l'on veut abréger les délais d'instruction, alors que le temps de l'instruction est de plus en plus contraint. Et donc, il y a là, à travers cet échange direct avec les parties, un instrument dont le juge peut se saisir, avec certaines réserves, je les ai évoquées, je ne suis pas un inconditionnel du dialogue, oral en tout cas, mais il y a sûrement ici une souplesse plus importante à introduire à la fois dans les phases d'instruction et dans les phases d'audience, et cela montre bien, me semble-t-il, et ce sera ma conclusion fort brève, que pour savoir si le dialogue entre les parties va devenir un nouveau visage du procès administratif, le tout n'est pas que les textes existent et qu'ils changent ou qu'ils permettent, c'est surtout une question d'évolution des mentalités. Je vous remercie.